On est en août 1791. Il faut s'imaginer l'ambiance à Saint-Domingue, la colonie française la plus riche du monde. L'air est électrique, lourd de tensions. Et pour cause, toute cette richesse repose sur le travail forcé et la souffrance d'un demi-million de personnes réduites en esclavage. Pendant ce temps-là, les grands planteurs blancs, ils sont complètement grisés par les idées de la Révolution française. Ils se battent entre eux pour avoir plus d'autonomie politique et ils commettent une erreur monumentale. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se prépare juste sous leurs yeux, dans l'ombre. Ils sont persuadés que ceux qu'ils traitent comme des objets sont totalement incapables de s'organiser. En fait, l'étincelle qui va tout embraser, elle ne vient pas d'une belle déclaration dans une assemblée. Non, elle naît d'une réunion ultra secrète où l'élite des esclaves va prêter serment, la liberté ou la mort. C'est un pacte qui va complètement changer le cours de l'histoire des Amériques. Pour bien comprendre l'onde de choc de 1791, il faut revenir un peu en arrière, à 1789. Il faut voir la société de Saint-Domingue pour ce qu'elle est, une véritable cocotte-minute, sur le point d'exploser. Ce qui est absolument fou ici, c'est l'ironie de la situation. On a les colons blancs qui réclament les droits de l'homme, mais uniquement pour eux, bien sûr. On a les affranchis, qui sont souvent eux-mêmes propriétaires, qui se battent pour être les égaux des blancs, mais sans vraiment remettre en question l'esclavage. Et tout en bas de l'échelle, l'immense majorité qui n'a qu'un seul rêve, être libre. Forcément, avec ces trois forces qui tirent dans des directions complètement opposées, la rupture est inévitable. Et dans cette atmosphère explosive, le vaudou va jouer un rôle clé. C'est bien plus qu'une religion. Interdit par le fameux Code noir, il devient un outil de cohésion hyper puissant. C'est un réseau clandestin où des esclaves venus de différentes nations africaines peuvent enfin échanger des informations, se forger une conscience commune et planifier la révolte. C'est en quelque sorte l'arme spirituelle de ceux qui n'avaient rien. Et tout ça, ça nous ramène donc à ce fameux mois d'août 1791. La patience a des limites, et ces limites sont atteintes. Un plan, d'une audace folle et incroyablement coordonnée, est sur le point d'être déclenché. Le point absolument central ici, c'est la stratégie. Le 14 août, ce ne sont pas juste des révoltés qui agissent sur un coup de tête. Non, c'est un véritable état-major qui se réunit. L'élite des ateliers, des cochers, des commandeurs, des raffineurs. Et une semaine plus tard, sous la direction de Duty Boukman, un prêtre vaudou, le signal est donné. L'insurrection éclate partout en même temps, avec une précision quasi militaire sur des dizaines de plantations. Et le feu. Le feu, c'est tout. C'est une arme, bien sûr, mais c'est surtout un symbole. En incendiant les champs de canne à sucre et les maisons des maîtres, les insurgés ne font pas que détruire la richesse coloniale. Ils anéantissent les outils mêmes de leur souffrance. La fumée qui s'élève de la plaine du Nord, c'est le signal de la fin d'un monde. Évidemment, un mouvement de cette ampleur ne pouvait pas exister sans leader. Du chaos, des figures charismatiques vont très vite émerger pour organiser et diriger ce qui est en train de devenir une véritable armée de la liberté. Alors, on a Boukman, qui est vraiment l'étincelle spirituelle, l'homme du serment. Il y a aussi Jean-François et Biassou, qui sont les premiers grands généraux, ceux qui vont transformer ces groupes de révoltés en une force organisée. Et puis, il y a cet homme, tout sans l'ouverture. À ce moment précis, ce docteur Feuille, ce guérisseur respecté, il est encore en retrait, il observe. Mais il va bientôt rejoindre le mouvement pour en devenir le plus grand stratège. Ce qui est aussi fascinant, c'est de voir comment, au sein même de ce mouvement de révolte, une hiérarchie sociale se met en place. D'un côté, les créoles, nés dans la colonie, qui parlent français, prennent souvent le commandement. De l'autre, les bossales, fraîchement débarqués d'Afrique, qui constituent le gros des troupes. Et cette distinction, elle va avoir un rôle majeur dans la construction du futur État haïtien. Mais au fait, comment est-ce qu'on sait tout ça ? Raconter cette histoire, c'est se plonger au cœur d'une bataille passionnante. Un véritable duel d'historiens, entre ce qui est écrit dans les archives officielles et ce qui a été transmis par la mémoire du peuple. Et là, on touche au cœur du problème. D'un côté, on a Thomas Madiou, le premier grand historien haïtien. Son travail, il l'a construit en allant interroger les derniers vétérans de la Révolution. C'est la mémoire vivante. De l'autre, on a Beau Brunardouin, qui lui s'est basé sur les rapports des administrateurs français, ce qui donne une vision, disons, plus distante, plus élitiste. Deux sources, deux histoires. Et le bois caïman, c'est l'exemple parfait de ce duel. On ne le trouve presque pas dans les archives françaises. Et, chose curieuse, même Madiou n'en parle pas au début de son œuvre. Pourtant, cet événement, c'est le pilier de la tradition orale. C'est le moment mythique où une simple révolte devient une révolution, où la lutte pour la liberté devient la création d'une nation. C'est l'acte de naissance spirituelle d'Haïti.
Au final, ce qui s'est passé en août 1791, c'est beaucoup plus qu'un événement local. C'est une leçon pour l'humanité entière. Ça a prouvé avec une force incroyable que la soif de liberté est capable de renverser n'importe quel ordre établi et que la dignité humaine, au bout du compte, finit toujours par l'emporter. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale en réalité. Faut-il faire plus confiance aux documents laissés par les puissants ou aux histoires transmises de génération en génération par ceux qui ont vécu les événements? La vérité d'une nation, est-ce qu'on la trouve dans l'encre des rapports administratifs ou plutôt dans le souffle de la mémoire collective? La question reste ouverte.